Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la bataille de Konitz, affrontement armé de la guerre de 13 ans, qui a eu lieu le 18 septembre 1454. En Porémanie, l'armée de l'ordre teutonique contre l'armée de la coalition polonaise et prussienne, constituant la plus grande bataille de la guerre de 13 ans, et en même temps la plus grande défaite du royaume de Pologne dans l'histoire des affrontements avec les chevaliers teutoniques. Vous voulez en savoir plus sur la bataille de Konitz? Venez avec moi. Le soulèvement anti-teutonique préparé par l'Union prussienne a commencé en Porémanie, sous l'influence des nouvelles sur le soulèvement contre les chevaliers teutoniques à Thorn. Le 5 février 1454, le conseil principal de la ville occupe le Grand Moulin, et le 6 février 1454, les autorités de la ville renoncent officiellement à leur obéissance à l'ordre teutonique. Après un court blocus le 11 février 1454, les troupes fidèles au conseil de Gdansk prennent le contrôle du château teutonique de Gdansk, soudoyant l'équipage qui n'avait aucun espoir d'aide du grand maître. Par une décision des autorités de la ville qui n'a pas été convenue avec la Confédération prussienne, la démolition de la forteresse occupée est immédiatement commencée. La nouvelle de la chute de la puissante forteresse teutonique de Gdansk fut un choc pour toute la Porémanie. Elle convainc les facteurs réticents à l'ordre de se joindre rapidement au soulèvement et eut en même temps un effet destructeur sur le moral des chevaliers teutoniques qui commencent à quitter la Porémanie. Le 6 février 1454, Twinsk passe du côté de l'Union. Les conseils des villes de Porémanie envoient des demandes de protection à Gdansk, ce qui permet à la Confédération prussienne de prendre le contrôle de Bitwo le 19 février, de Punks, de Kościce-Rejna, de Schwarzy et de Leborsk le 20 février. Les chevaliers de Porémanie sous la direction de Jan de Jani occupent Noé, Ozwek. Le 7 février, Jan de Jani commence le siège de Gwynoué. Et après la fuite des défenseurs, il occupe la forteresse et en accord avec les autorités se déclare Staroste de Porémanie. En février 1454, les troupes de Gdansk brûlent le siège du commandeur teutonique, ainsi que les forteresses de Grambini et de Kiswewo, situées près de Gdansk. Le différend sur les sorts des biens des chevaliers teutoniques que les nobles de Porémanie préféraient saisir plutôt que détruire provoque un conflit entre le conseil de Gdansk, qui cherche à neutraliser les points de résistance, et les chevaliers de Porémanie, ce qui retarde les actions ultérieures contre l'ordre. La forteresse teutonique de Swansea, assiégée à partir du 6 février par les chevaliers de Porémanie et les renforts de Chelno, commandés par Otto Maschwitz, capitule dans des conditions honorables le 20 février 1454. Le commandant a essayé d'organiser un centre de résistance dans la ville fortifiée de Konitz, mais le 15 février 1454, une rébellion force le commandant à déplacer son quartier général dans une ville voisine. Le 21 février, la ville a été attaquée par les troupes de Gdansk, le seul centre qui avait encore des forces pour une action ultérieure. La prise de la forteresse brise finalement la résistance teutonique en Porémanie. Le 22 février 1454, par le traité de Berlin, le grand commandeur de Saxe, Frédéric von Polens, promet la nouvelle marche de Brandebourg pour la somme de 40 000 10 florins, Rénan permettant à l'ordre d'obtenir des fonds pour payer les mercenaires. Dans le même temps, jusqu'à ce que Frédéric II le Fer prenne le pouvoir sur cette province, l'appareil clérical teutonique demeure. Le soutien de la nouvelle marche permet à Heinrich Reuss von Ploen, futur grand maître de l'ordre teutonique, d'entrer en Porémanie à la tête d'une unité de mercenaires d'environ 1000 soldats. L'action de von Ploen a été entreprise pendant la période d'intensification du conflit entre Gdansk et les chevaliers de Porémanie, sur l'extension du pouvoir de la noblesse sur les paysans et l'occupation du domaine teutonique, provoquant la panique. Surpris, le conseil municipal de Konitz rend la ville le 13 mars 1454 et le 14 mars, l'autorité de l'ancien conseil pro-teutonique fut restaurée. La perte de Konitz complique la situation de la Confédération prussienne, forçant ses dirigeants à inclure une troisième ville, après Marlbork et Stum, dans les plans d'action militaire ultérieurs. La période de surprise, au cours de laquelle les forteresses teutoniques se rendaient facilement aux insurgés, est terminée,
et compte tenu de l'apparition des premières unités mercenaires recrutées par les chevaliers teutoniques et du déclin de l'activité anti-teutonique parmi les roturiers, la direction de l'Union fut contrainte d'adopter une stratégie à long terme. Yann de Yanni décide de prendre des mesures contre Kaunitz en prenant la tête d'environ 2200 hommes, soutenus par des mercenaires tchèques et polonais. La défaite des troupes de l'Union assiégeant Malbork, subie le 1er avril 1454, oblige l'Union à concentrer ses forces dans le delta de la Vistule, où en mai, le blocus de Malbork recommence. Le 8 août 1454, la forteresse teutonique de Stoum est contrainte de capituler. La concentration des forces et des ressources près de Malbork a entraîné l'impossibilité de poursuivre les opérations militaires entreprises à la fin d'avril 1454 à Kaunitz, situé dans un endroit stratégique pour la défense. Le commandant du siège n'a pas reçu le soutien nécessaire sous forme d'argent et de 600 hommes, tout comme les unités mercenaires sous son autorité ont abandonné le combat faute de recevoir de l'argent. La réunion du roi Casimir IV avec les représentants de la Confédération prussienne à Thorn a apporté des décisions spécifiques. La Confédération prussienne doit concentrer toutes ses forces pour capturer la capitale teutonique pendant que la responsabilité du blocus de la garnison de Kaunitz revient au royaume de Pologne et la prise de Koudjoui, attaque dirigée par le roi en personne à l'été 1454, doit forcer l'ordre teutonique à séparer ses forces en deux ou l'obliger à abandonner une des deux villes. Malgré la faim et l'incendie d'une partie de la ville, la garnison teutonique de Kaunitz repousse toutes les attaques de l'Union prussienne et refuse de capituler, comptant sur l'aide des secours annoncés par Frédéric III de Habsbourg, empereur du Saint-Empire romain germanique. Un farouche opposant à la guerre était le cardinal Olenenski, qui a fortement exhorté le roi Casimir IV à s'abstenir de toute opération militaire jusqu'à ce qu'une forte armée de mercenaires soit recrutée. Il commence à collecter de l'argent à cette fin dans son diocèse. Le cardinal Olenenski, outre la faible efficacité militaire du soulèvement de masse contre les teutoniques, craint sa signification politique, consistant à obtenir de la noblesse réunie dans l'expédition la possibilité de faire pression sur le roi, afin d'affaiblir les magnats représentés par Olenenski. L'invasion de la Porémanie par les secours organisés par l'ordre teutonique oblige le royaume de Pologne à prendre immédiatement des contre-mesures. Préconisé par les conseils royaux, dirigés par le grand chancelier de la couronne. Le conseil royal était convaincu de la possibilité de rassembler suffisamment de forces pour un règlement rapide de la guerre. Compte tenu de la faillite du trésor royal et du manque de revenus, l'annonce d'un soulèvement massif des chevaliers de Grande Pologne et de Clausewitz devient une nécessité. Le roi a annoncé cette décision à Thorn, sans consulter le parlement provincial. Le 15 septembre 1454, la noblesse assemblée, suivant l'exemple des expéditions des armées précédentes et profitant de la situation difficile du roi Casimir IV, met en avant des revendications politiques anti-magna pour accroître le rôle de la moyenne noblesse au détriment de la limitation de l'influence de l'oligarchie et du haut clergé sur le gouvernement du royaume. Les exigences de la noblesse terrienne correspondent à la politique du roi Casimir IV, qui recherche à renforcer le pouvoir central visant à transférer les décisions de la diète générale, dominée par les magnats, à la moyenne noblesse. L'acceptation par le roi des exigences de la noblesse et l'octroi du privilège le 15 septembre 1454 permettent d'agir avec des forces plus nombreuses. Sous la pression du conseil divisé en interne, le roi confie le commandement à un groupe de nobles militairement inexpérimentés et conclut un accord sur le remboursement de la solde avec les commandants des mercenaires prussiens. L'armée polonaise a été formée au XIVe siècle sous le règne de Casimir III le Grand et n'a été que légèrement réformée au début du règne Jagellon. Tous les propriétaires terriens étaient obligés de se présenter à l'appel du roi pour une expédition offensive avec un poste de serviteur armé. L'élan du soulèvement anti-teutonique en Porémanie et en Prusse et la prise rapide des châteaux teutoniques par la Confédération prussienne paralysent au début 1454 l'organisation militaire de l'ordre teutonique, basée sur les propriétaires regroupés en couvents.
Ils appartenaient souvent aux fils cadets de magnats allemands, à la recherche d'une carrière militaire dans l'ordre. Sous l'influence des nouvelles de la chute des points de résistance teutonique ultérieurs, la plupart des frères teutoniques sont partis pour le Saint-Empire, et certains ont été tués par les insurgés. Les couvents ont été liquidés, et la plupart d'entre eux n'ont jamais été recréés. La crise économique du XIVe siècle et le déclin de l'importance des chevaliers féodaux ont contribué de manière décisive au développement du marché mercenaire dans les pays germaniques. Les villes ont embauché des soldats professionnels pour défendre leurs intérêts, qui étaient initialement principalement des fusiliers à cheval. Le développement ultérieur du marché de l'armée mercenaire a entraîné l'embauche de troupes à pied, y compris des échelles, équipées d'armes légères utilisées dans les assauts. La force royale comptait environ 16 500 hommes, se composant principalement d'environ 12 000 cavaliers regroupés en 7 bannières terrestres, qui est une unité organisationnelle et tactique de base de la cavalerie chevaleresque de divers nombres dans l'ancienne Pologne, existant du XIVe au XVIIIe siècle, soutenue par 1000 chevaliers de Porémanie soutenant la Confédération prussienne. 1500 à 2000 mercenaires de l'Union montée et 500 soldats de la cour du roi et 1000 soldats de l'infanterie mercenaire de Gangs. La domination des chevaliers lourds a forcé l'adoption des tactiques traditionnelles avec l'intention de terminer la bataille par un affrontement court et intense des forces principales. À cette fin, le blocus de Kaunitz a été brisé et toutes les forces polonaises et prussiennes ont été concentrées sur la rive orientale du lac Zakonie. Le groupe défensif et offensif sur la colline protégeant les routes de Kaunitz à Tuczola et à Krodjan. Cette formation s'opposait aux chevaliers teutoniques, principalement composés de la chevalerie lourde, qui soutenait par des fusiliers à cheval, pouvant contre-attaquer à partir d'une position pratique en cas de tentative de capture de la colline occupée par les forces royales. Le camp situé à l'est du groupe des troupes royales n'a joué aucun rôle dans les plans du commandement polonais durant l'affrontement. Les chevaliers teutoniques comptaient près de 15 000 hommes et se composaient de 60% de cavaliers et de 40% d'infanterie. De plus, les chevaliers teutoniques pouvaient compter sur le soutien de 1000 hommes venant de Kaunitz. Les mercenaires teutoniques, protégés par leur propre cavalerie, commencent à contourner le lac du château par l'ouest sans tenter d'attaquer l'armée royale avec l'intention d'atteindre Kaunitz ou éventuellement de provoquer l'ennemi à abandonner une position défensive commode. Impatiente de l'attente prolongée en formation et surprise par la manœuvre teutonique, l'armée royale tente de contrer la manœuvre. Le manque de flexibilité quant au choix de la méthode de combat et le mépris des autres types d'armes ont rendu impossible le changement de tactique. Le commandant polonais a constamment cherché un affrontement rapide et direct contre la cavalerie teutonique. Sous la pression de chevaliers indisciplinés, le commandant décide d'imposer la bataille aux cavaliers teutoniques, dans des conditions de terrain défavorables aux Polonais. Les troupes royales entrent dans la chaussée en traversant le lac avec l'intention d'attaquer la couverture de cavalerie teutonique. Personne ne commandait la manœuvre de l'armée royale, car le roi Casimir IV, privé de compétences de commandant, ne nommait pas de commandant en chef, et les compétences de voïvode étaient égales. Après avoir traversé la chaussée, la cavalerie lourde polonaise attaque la cavalerie teutonique, plus petite et moins armée, brisant facilement sa formation et forçant les chevaliers teutoniques à s'enfuir. Le commandant de la couverture teutonique, Rodolphe von Sagan, a été tué et Bernhard von Zimbenberg a été fait prisonnier et libéré après avoir promis de comparaître à l'endroit désigné. Certains chevaliers teutoniques ont réussi à percer les formations polonaises et à se réfugier derrière les murs de Kaunitz. La plupart des unités vaincues se sont retirées vers leur propre infanterie et leurs chariots. Malgré la perte de 2 commandants, les unités d'infanterie teutoniques ne succombent pas à la panique. Utilisant des chariots, des armes légères et de l'artillerie, elles opposent une résistance déterminée à l'attaque continue de la cavalerie royale, la forçant à commencer un siège précipité du camp fortifié. Cela a permis à la cavalerie teutonique dispersée lors de la première attaque de se rassembler et de se réorganiser.
Au même moment, les soldats de Konitz, renforcés par la partie de la cavalerie qui trouve refuge dans la ville, organisent un raid. Les troupes teutoniques quittent la ville, attaquent le camp, sans préparation à la défense polonaise et à l'arrière de l'armée royale, provoquant la panique dans ses rangs. Une partie de la cavalerie réussit à se retirer vers Kluczów. Les chevaliers restants tentent de se retirer par la chaussée jusqu'à la rive orientale du lac du château. À la suite de la poursuite teutonique menée par Bernard von Zinmenberg, qui a de nouveau pris le commandement des mercenaires teutoniques, l'armée royale en fuite a subi des pertes importantes. Le camp est capturé et le roi Casimir IV, qui prend personnellement part au combat, est forcé de quitter le champ de bataille et de s'enfuir. L'armée royale a été complètement détruite et le soulèvement populaire dispersé. Plus de 3000 soldats royaux ont été tués et 100 chevaliers ont été faits prisonniers, au prix de seulement 23 morts dans les rangs teutoniques, qui s'emparent du camp polonais avec de l'artillerie, des fournitures de matériel, de la nourriture, de l'équipement personnel du roi Casimir IV. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 8 janvier 1454, le pape Nicolas V attribue la Guinée au Portugal. Il encourage les combats et la soumission des morts et autres incroyants rencontrés lors des expéditions. Le 9 avril, c'est la paix de Lodi entre Milan et Venise, qui se ligue contre les Français. La Sérénissime annexe Brescia, Bergame et Crema. Le 18 avril, le sultan ottoman signe la paix avec la République de Venise, ce qui concerne l'essentiel de ses possessions commerciales. En mai, Jean de Yuyandi reprend les hostilités contre l'Empire ottoman. Il avance en Bulgarie. Le 21 juillet 1454, c'est le début du règne d'Henri IV l'Impuissant, roi de Castille, qui prend fin en 1474. Comme on l'a vu, la bataille de Konitz se déroule le 18 septembre 1454, près de la ville de Konitz en Porémanie, entre la Pologne et les chevaliers teutoniques. Pendant la guerre de 13 ans, la bataille fut remportée par les chevaliers teutoniques, leur permettant l'effondrement de l'autorité du royaume de Pologne et un changement d'attitude des autorités de la ville qui, au printemps 1454, soutenaient la Confédération prussienne et les chefs des troupes prussiennes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.